se retrouve sur cette planète qui a l'air totalement inconsciente, qui vit sa vie, qui tourne dans l'univers, dans le cosmos, et il est le seul visiblement à pouvoir s'arrêter et se dire mais bon sang, qu'est-ce que c'est beau! Bon sang que c'est cohérent, bon sang que c'est fantastique, et moi, humain, en étant conscient, comment est-ce que je m'insère là-dedans? Quand j'étais enfant, je courais, je regardais tous ces paysages merveilleux et je me disais oh, qu'est-ce que ça serait chouette de faire un métier en accord avec cette nature. En allant à l'école, on nous disait ça serait bien de faire ça et ça comme métier. Et parmi bien sûr les valeurs qu'on enseigne, surtout à cette époque, on disait ça serait bien de faire un métier qui rapporte de l'argent, ça serait bien de faire un beau métier avec des études. J'ai fait cette formation qui, sans m'en rendre compte, m'a éloigné d'un certain nombre de valeurs qui m'avaient été enseignées par ce contact avec la nature. Pendant 3 ans et demi, j'ai fabriqué de l'aluminium dans une usine qui crachait plus de 300 tonnes d'aluminium par jour. Et au bout d'un certain temps d'avoir exercé ce métier d'ingénieur, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui étaient au fond de moi, qui étaient très fortes et qui remontaient et qui me redonnaient une vision sur cette nature. Ainsi, j'ai changé de métier et je me suis recyclé, comme on pourrait dire. J'ai bifurqué d'un métier dans l'aluminium vers un métier du bois en me formant dans une école dont je garde d'excellents souvenirs, avec des moments passés autour du bois à discuter, autour de formes, autour des veines du bois, autour de la connaissance du bois qu'il a fallu apprendre, puisque je connaissais vraiment rien du tout. J'ai commencé par aller chez le marchand de bois, acheter du bois sec parce qu'il me fallait du bois sec pour pouvoir commencer à travailler le bois. Et jusqu'au moment où je me suis dit, ça serait bien que j'aille récupérer peut-être le bois là où il se trouve, en forêt. Donc là, on arrive à la coupe. Ce bois, moi, je l'utilise de 2 façons. Il y a pour me chauffer, et il y a aussi dans mon travail, puisque je suis un professionnel, entre guillemets, un professionnel passionné du bois, et je vais utiliser certaines essences. Ici, on a un petit rondin d'alisier que je vais utiliser pour faire des spatules, des ustensiles de cuisine. Ça, c'est du charme. Le charme, je vais m'en servir pour faire des toupies, pour faire des modèles un petit peu originaux, ou des modèles qui tourneront longtemps et qui permettront de bien s'amuser. Et puis le reste sera du bois qui me permettra de chauffer, d'apporter les calories pour pouvoir passer les hivers. Quand on commence à comprendre comment fonctionne un arbre, et en particulier, moi le premier, j'imaginais pas que, bien sûr, que les racines avaient besoin d'énergie, puisque la racine, elle pompe ce qu'on appelle la sève brute, qui est une sève qui n'a rien d'élaboré, qui n'a rien de nutritif. Et le processus de nutrification, on pourrait dire, de la sève se fait dans les feuilles avec le processus de photosynthèse. Il y a une transformation chimique de la sève brute en sève élaborée, et la sève élaborée, elle, est assimilable par l'arbre pour créer le bois, pour nourrir les racines et pour faire vivre la totalité de la machine chimique de l'arbre. Alors des fois, on entend bien sûr dire « Ah, cette forêt est mal entretenue parce qu'il y a plein de bois pourris ». Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que le bois pourri qui est laissé va participer à un processus de création d'humus. L'humus étant si vital sur notre terre, si on n'a pas d'humus, on ne peut pas vivre. On ne peut pas créer de culture ou de choses vivrières s'il n'y a pas un humus qui donne la matière nutritive. L'autre solution, c'est d'apporter des engrais. Mais cette solution de culture voit ses limites en ce moment. On voit que les engrais ne font pas partie de l'équilibre de la terre, comme l'humus de la forêt fait vraiment partie de l'équilibre de la terre.
Alors, à partir de la pièce de bois qu'on vient de couper sur la scie à ruban, je vais marquer le centre, ce qu'on appelle le centre, qui n'est pas vraiment un centre, puisque les pièces de bois ne sont jamais rondes. De ce côté-là, je fais une marque assez importante qui va me permettre de centrer le bout de bois sur le tour. Après le travail de l'atelier, après le travail des outils sur le bois, la toupie arrive dans l'espace de vente, dans le magasin. Ensuite, il y a une transformation qui est la transformation en argent. La transformation qui fait que l'objet qui est fabriqué à l'atelier me permet effectivement de vivre. Donc voilà, ça va être toute la difficulté de trouver le prix juste. C'est le prix qui me permet de vivre sur cette terre sans en abuser. Tout ça, ça va rejoindre la notion d'art finalement. L'art, c'est le fait de bien faire un objet artisanal et de mettre un juste prix. Il y a deux choses que j'arrive à distinguer maintenant. Il y a l'objet en lui-même et il y a l'esprit dans lequel j'ai fait cette toupie, qui représente l'art de faire quelque chose et qui est aussi diffus qu'une ombre sur un mur. Et pourtant qui se retrouve dans l'objet. On voit que l'objet est poncé, il est façonné avec une forme, avec une esthétique particulière qui représente l'art de faire cet objet. L'art rejoint beaucoup plus une quête de l'artisan, une façon de travailler, que quelque chose qui va se vendre. Un artiste ne peut pas vivre de son art parce que l'art ne se vend pas, on ne peut pas vendre une ombre. En se souvenant de l'ombre, en se souvenant d'une perception, d'une émotion, on aura préservé finalement l'essentiel d'une sculpture qui est pourtant bien matérielle, mais qui véhicule autre chose que le côté matériel. Le centre de ce qui va être ma réflexion, c'est l'émerveillement. Et je pense que c'est plus que cette capacité d'émerveillement, c'est le préalable à toute réflexion dans la vie. J'ai été mis dans un processus où on essayait de m'expliquer des tas de choses, qu'il fallait produire encore plus d'aluminium, dans un processus où il fallait que l'humain produise encore plus pour que le processus soit encore plus rentable. Mais en devenant artisan, en travaillant des bouts de bois simplement, en constatant le sourire chez quelqu'un qui voit que
le bout de bois se transforme, qu'un copeau se crée, qu'on affûte l'outil et que le copeau devient merveilleux. Tout ça, ce sont des gestes qui sont simples, mais l'émerveillement, il est de chaque instant, de chaque chose. Et le message important, il est là. Si chacun fait un métier qu'il aime au plus profond de lui, le faire le plus simplement possible, mais le mieux possible, le message de la nature passe. L'homme et le temps, l'émerveillement et l'homme, tout ça, ce sont des choses qui sont intimement liées au fait qu'on perçoit les choses. L'humain est le seul à avoir cette perception du temps, c'est-à-dire que le temps qu'on passe à admirer la nature, c'est pas du temps de perdu. C'est du temps, au contraire, c'est que du temps de gagné, c'est que du temps de vécu. Je vois passer une feuille sur la rivière. D'où vient cette feuille ? Elle a une vie certainement qui est extraordinaire. Aujourd'hui, elle est ici. Elle passe son chemin. Si je ne prends pas le temps de regarder le chemin de cette feuille et la vie de cette feuille, alors que la feuille est inconsciente de sa vie, l'humain que je suis ne pourra pas vivre longtemps. Et je crois qu'au final, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'on n'a pas réalisé qu'en étant conscient, le fait de contempler est une respiration de l'âme. Et quand on change de rapport à la vie, on prend conscience que c'est important de la voir, cette vie, de la regarder. Elle est pourtant sous nos yeux. À mon sens, si l'humain veut continuer quelque chose d'intéressant sur cette planète de concert avec une nature inconsciente, l'humain qui est conscient, il est contraint de se mettre devant sa fenêtre et d'admirer ce qui se passe au même titre qu'il est contraint, s'il veut vivre, de respirer.